Bonjour à toutes et à tous. Vous m'excuserez de l'environnement de tournage. Là, c'est tourné à la webcam, mais il fallait réagir, je pense, aussi bien avec sang-froid que à chaud dans les événements, aux événements de Nanterre. Pourquoi? Parce qu'on a déjà des émeutes et on a déjà des violences qui se sont propagées. Et certains font même le lien maintenant avec George Floyd. Et bien entendu, je vais argumenter dans cette vidéo qu'on peut pas du tout lier les deux, aussi bien du côté du suspect, à savoir le policier qui a tiré sur la victime, et aussi bien du côté de la victime. On va d'ailleurs commencer par là. Dans le cas de George Floyd, certes, c'était vraiment quelqu'un connu des services de police qui avait plusieurs récidives. Dans le cas actuel de la bavure de Nanterre, parce que j'ai horreur de ce terme, qui est pas du tout adapté au fait qu'on a pris une vie humaine, et bavure à aucune dignité, quoi. La victime n'était pas connue des services de police et n'avait pas du tout un casier judiciaire, contrairement à ce qui a été dit. On va y revenir d'ailleurs parce que structurellement, le vrai problème, c'est les mensonges médiatiques, hein. On a BFM TV qui a assassiné le journalisme ce jour-là, en reprenant directement une version euh, soi-disant policière, mais en tout cas une version qu'ils n'avaient pas digérée, qu'ils n'avaient pas mâchée, alors qu'ils ont des budgets pour ça. Ils font partie d'une multinationale qui est richissime et ils auraient dû faire leur travail de journaliste et analyser ce qui a été dit. En l'occurrence, BFM TV a menti à son auditoire en disant notamment que la victime a foncé sur le policier, ce qui est faux, et qu'elle avait un casier judiciaire. Alors là, bon, d'ailleurs, et justement ça nous permet d'enchaîner sur cet aspect-là. La famille de la victime a annoncé qu'elle désirait porter plainte. Notamment pour faux en écriture publique. Alors, faux en écriture publique, ça m'a interpellé parce que j'ai moi-même porté plainte pour faux en écriture publique, donc c'est un genre de dossier maintenant que je maîtrise dans une affaire qui était grave à ma petite échelle, mais qui est infiniment moins grave que l'affaire de Nanterre. Dans l'affaire des mensonges aggravés de l'école polytechnique, parce qu'on avait vu vraiment le même fonctionnement. Et là, c'est le point déjà que je voudrais vous transmettre, à savoir, prenez toujours un avocat. Ça va vous paraître être une réflexion de daron, de dire que la violence ne résout rien, etc. Non, si vous voulez faire changer les choses, prenez d'abord et avant toute chose un avocat. Vous avez des avocats qui vous défendront gratuitement, ça existe. Et en tout cas, la justice mérite que vous ayez pris un avocat. Moi, par exemple, quand j'ai subi vraiment des mensonges aggravés, gravissimes, et une tentative de character assassination, j'ai porté plainte le plus rapidement possible. Et j'ai porté plainte, bien sûr, dans l'affaire des mensonges aggravés de l'école polytechnique, pour faux en écriture publique, bien entendu. Et mon avocat a aussi considéré qu'il fallait caractériser ça comme escroquerie, notamment, et abus de confiance. Et ça, c'est vraiment un point important, parce que si on veut prendre du recul, je sais que j'interviens à chaud, mais il y a une méthode, c'est la méthode du structuralisme, c'est-à-dire analyser les structures qu'on conduit au drame, plutôt que de condamner les personnes. Que si vous voulez vraiment que les choses changent, il faut changer les structures. Dans le cas de Polytechnique, par exemple, qui est vraiment un cas tout petit, ridicule par rapport à ce qui s'est passé à Nanterre, mais où mes droits ont été piétinés, où j'ai dû intervenir. Eh bien, ce que j'ai constaté en faisant ça, c'était qu'il y avait une structure, une impunité dans cette structure qui est l'école polytechnique, qui jouit bon d'un prestige immérité, et ça aujourd'hui tout le monde le sait, mais qui utilise ce prestige immérité pour jouir d'une certaine impunité. On le voit parce que dans le cas de l'école polytechnique, ils ont eu une affaire d'escroquerie à 1,5 million €. Ils ont eu plusieurs affaires de viol, plusieurs, donc on parle vraiment de récidive. Mediapart a même révélé une culture du viol. En fait, vous avez même plusieurs articles de presse qui ont confirmé une étudiante sur quatre se considérait comme victime de harcèlement sexuel ou d'agression sexuelle sur le campus de l'école polytechnique. Donc c'est déjà le plus malsain d'Europe. Et malgré ça, tout ça continuait. Et puis même leur page Wikipédia était impeccablement propre parce qu'ils la contrôlent très certainement. Et là, c'est une analyse structuraliste du problème. C'est-à-dire une école qui a eu des affaires d'escroquerie, qui a eu des affaires de viol, qui a eu des affaires de harcèlement sexuel, et même selon la presse, donc une culture en fait de l'agression sexuelle, et qui a une page Wikipédia impeccable et qui jouit d'une réputation imméritée, évidemment, elle va continuer. Tant que vous n'avez pas attaqué ça, elle va continuer. Et dans mon cas, vraiment, dans une affaire de mensonge aggravé, je devais porter plainte pour faux en écriture publique et je l'ai fait, mais c'est un cas tout petit. Et maintenant, je vous parle vraiment d'expérience. C'est-à-dire, il faut tout de suite prendre un avocat immédiatement. Et la famille de la victime a tout à fait bien fait.
parce qu'elle devait prendre immédiatement un avocat. Et ça, c'était la bonne chose à faire. Et si vous voulez soutenir la victime, soutenez son procès et son affaire judiciaire. Notamment, la famille de la victime a décidé de dépayser le procès. Ça, c'est très, très important. Elle a décidé de dépayser le procès parce qu'elle considère que le procureur est jugé partie dans cette affaire. Donc, elle a décidé de faire dépayser ce procès et c'est tout à fait dans ses droits. Et ça, c'est une excellente pratique et manœuvre. Maintenant, essayons d'être structuralistes parce que qu'est-ce qui a mené à cet événement et comment on peut l'empêcher? Ça, c'est la grande question. Alors, aux États-Unis, des bavures, vous en avez tout le temps, c'est abominable. Et il y a deux raisons très simples. La raison numéro un, c'est qu'aux États-Unis, il y a une culture de la violence. Une culture. Et c'est pas la possession d'armes à feu, ça, le problème. Parce que vous avez la même possession d'armes à feu au Canada, et vous n'avez pas autant de violence par arme à feu. Mais la culture de la violence aux États-Unis, le côté sauvage de la chose, elle est même démontrée par des petits événements anecdotiques. Par exemple, ils avaient un robot autostoppeur. C'était un défi. Les gens disaient, voilà, on vous laisse un petit robot, puis vous le prenez en stop, vous le déposez où vous voulez, et on regarde combien de kilomètres il peut faire. Au Canada, il a quasiment traversé tout le pays. Dès qu'il est arrivé aux États-Unis, il a été vandalisé, tout de suite. Donc, vous voyez vraiment le problème d'une culture de la violence. Ce qui fait qu'aux États-Unis, les policiers, à chaque interpellation, risquent leur vie pour de vrai. J'excuse pas leur connerie, hein, mais il y a une mesure qu'on appelle le micro-mort. C'est une chance sur 1 million de mourir, le micro-mort. Donc, si vous jouez à la roulette russe, c'est des millions de micro-morts, du coup. Enfin, c'est pas des millions de micro-morts, mais c'est des centaines de millions de micro-morts. Eh bien, le micro-mort, donc, c'est une chance sur 1 million de mourir. Donc, quand vous vous baladez dans la rue, quand vous traversez une rue, vous avez tant de micro-morts. Et en fait, le micro-mort, vous pouvez le considérer vraiment comme des radiations. C'est-à-dire qu'à chaque interpellation aux États-Unis, c'est comme si le policier était irradié. Alors, c'est une irradiation qui lui causera pas un cancer, mais à un moment donné, s'il est malchanceux à la loterie, il peut mourir parce qu'il y a un psychopathe en face avec un fusil à pompe qui va le flinguer. Et donc, de base, les policiers aux États-Unis, j'insiste, hein, à cause de cette culture de la violence, ont un niveau de micro-mort par interpellation, et ils doivent faire, j'imagine, une dizaine d'interpellations par jour, ou une dizaine de contrôles par jour minimum, qui fait qu'ils ont la gâchette ultra facile. Ultra facile. Et face à ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est la formation. Les policiers aux États-Unis, et c'est le drame George Floyd, ne sont pas assez formés. C'est parfois 5 semaines. Vous avez des cas extrêmes où en 5 semaines, quelqu'un peut devenir policier, peut avoir un badge, peut procéder à des interpellations. Ça, c'est inenvisageable en France, heureusement. Mais dans le cas américain, c'est possible. Et c'est dramatique, parce que quand vous avez ce niveau de micro-mort par interpellation, même par contrôle, vous devez être entraîné en conséquence. Et vous devez être payé en conséquence. Alors, en l'occurrence, les policiers aux États-Unis sont bien payés, même si vous considérez leur salaire réel, c'est-à-dire leur couverture maladie, leur droit à la retraite, ça se discute. Mais en salaire immédiat, les policiers aux États-Unis sont beaucoup mieux payés que les policiers en France. Et les policiers dans des pays qui pratiquent pas, qui n'ont pas autant de bavures que la France, je pense à la Suède, je pense au Danemark, je pense à la Norvège, bon là, la Suisse même, ils sont surpayés par rapport à nous, surpayés pas sur place, mais ils sont infiniment mieux payés. Je pense qu'un policier en Suisse doit être payé 3 à 4 fois plus qu'un policier en France, alors que le coût de la vie n'est pas du tout 3 à 4 fois plus supérieur. Mais on considère que sa responsabilité justifie ce salaire. Ça, c'est un point aussi très important. Alors vous allez me dire, attends, Idriss, il y a eu une mise à mort, une exécution sommaire, et tu parles d'augmenter le salaire de la police. Non, je parle comme structuraliste là, dans cette vidéo, pour essayer de garder la tête froide même en réagissant à chaud. C'est-à-dire comment structurellement on change ça. Alors il y a une vidéo qui est vraiment excellente et qui a déjà répondu à cette question pour moi. C'est une interview de Christian Proutot, le fondateur du GIGN, qui est interviewé par un Américain qui a une des plus grosses chaînes d'armes à feu. Christian Proutot, donc, est un tireur de précision, le fondateur du GIGN. Il a eu une vie mouvementée, il a été condamné par la justice, par ailleurs, dans des affaires où les experts considèrent qu'il a pris la balle judiciaire pour Mitterrand. Mais Christian Proutot, donc, ayant fondé le GIGN, avait toute une réflexion. Et dans cette vidéo, vraiment, il expose cette réflexion. Christian Proutot, il a présidé à la conception d'un revolver de précision qui a été considéré comme le meilleur revolver du monde, qui est le Manurin 73, le MR73. Un pistolet qui est conçu à la main par des ouvriers d'ultra précision pour être très précis
et dans lequel il a testé toutes les longueurs de canon, tous les trucs, et qui n'a donc que 6 balles, puisqu'un revolver, ça n'a que 6 balles, et qui n'est pas une arme automatique, et qui est une arme destinée à être opérée en simple action, pour être extrêmement précise, même si elle peut être opérée en double action aussi. Et il explique dans cette vidéo que la philosophie qui a présidé à la conception de cette arme était la philosophie d'amener le suspect devant la justice. Il a dit, nous, on est le GIGN. Alors, l'équivalent du GIGN, bien sûr, pour la police judiciaire, c'est le RAID. Mais il n'y a pas que la gendarmerie qui a le monopole de force d'excellence, quoi. Mais il exprime clairement, alors le GIGN, juste au passage, qui a arrêté le GIA dans l'affaire du vol Air Algérie dans les années 90, enfin, ça rigole pas, quoi. Eh bien, il dit, nous, en face, on a un suspect. C'est le terme légal. On a un suspect, il n'est pas encore coupable, et il n'est peut-être pas coupable. C'est un juge de déterminer s'il est coupable, c'est pas à nous. Ça, c'est la séparation des pouvoirs. Et ce suspect, on doit l'amener devant la justice. Même s'il est en train de braquer un gamin, même si c'est un type ultra connu de nos services, qui a une ceinture d'explosifs, et qui est en train de braquer un gamin, et qui a déjà fait de la prison par ailleurs, c'est un suspect. On doit l'amener devant la justice. Et Christian Proutot, il le dit très bien, il dit, on n'est pas l'exécuteur des hautes œuvres. Le plus important, c'est-à-dire le respect de la vie. On n'est pas là pour exécuter, être les exécuteurs des hautes œuvres, on est là pour amener les gens que l'on doit arrêter à la justice. On n'est pas le bourreau. On a envie de l'être, mais on ne l'est pas. On ne l'est pas. On ne doit abattre un suspect que si notre vie est menacée ou si la vie des otages est menacée. Puisqu'évidemment, le GIGN a été créé à la suite des attentats de Munich, spécifiquement pour répondre à des prises d'otages. Et même dans une situation aussi tendue, avec autant d'adrénaline, le membre du GIGN ne doit pas abattre un suspect, sauf si sa vie est en danger ou la vie d'un otage est en danger, mais il considère, et c'est son fondateur qui parle, qu'il n'est pas l'exécuteur des hautes œuvres, qui doit amener le suspect devant la justice, et que c'est à la justice de déterminer s'il est coupable ou pas. Et même dans ce cas-là, en France, on a aboli la peine de mort. Même le pire des coupables, même la plus grosse raclure sur Terre, ne se verra pas tué en France, même en étant passé devant un juge. Donc, je vous encourage à regarder la totalité de cette vidéo parce qu'elle est vraiment excellente. Et c'est un peu l'héritage de Christian Proutot qu'il y a dans cette vidéo. Donc, je vous recommande vraiment de la voir en entier. Et c'est même un drame que ce soit un Américain qui l'ait faite. Mais elle explique très bien le problème, c'est-à-dire un problème d'entraînement. Les policiers en France ne sont pas assez entraînés pour les situations réelles. C'est-à-dire, ils sont entraînés administrativement, ils sont entraînés au maximum pour les rapports, etc. Mais ils tirent très peu avec leur arme à feu. Très, très peu. Et en plus, la plupart du temps, ils doivent payer eux-mêmes les cartouches, les munitions. Donc ça déjà, c'est complètement inacceptable. Et c'est ce qui mène à ces drames-là. Vous comprenez bien, je vais le répéter. Je cherche pas à juger, là, même si j'en ai très envie. Mais je suis structuraliste, là. Là, je fais un effort démesuré pour rester structuraliste. Structurellement, comment on fait pour que ce drame ne survienne plus? Il faut minimum tripler l'entraînement des policiers sur leur arme à feu. Minimum. Il faut qu'ils tirent au minimum 3 fois plus. Ensuite, il faut qu'ils fassent des tests de stress, comme, pas au même niveau, hein, mais inspirés des tests des forces spéciales. Les tests des équipiers, dans les forces spéciales, que ce soit les Spetsnaz en Russie, vous avez des tests de stress où quelqu'un vous crie dessus et vous ne devez pas tirer. Donc vous avez des gens, il y a des vidéos qui montrent ça sur Internet, où vous avez un membre des forces spéciales russes, vous avez 2 gars qui lui hurlent dessus, qui font monter son adrénaline, qui sont là pour le mettre en situation, sur le plan neuroscientifique, de fly or fight, fuir ou combattre. Et le gars doit vraiment être très stressé, il doit garder son calme et avoir ce qu'on appelle du trigger control. Parce que dans cette situation, l'étude de cas n'a pas été faite. Le policier, qui est maintenant, c'est lui le suspect, hein, dans cette situation, n'a pas été formé suffisamment à ce genre d'interpellation, n'a pas fait suffisamment d'études de cas. La victime doit maintenant servir pour créer une étude de cas qui doit être enseignée dans toutes les écoles de police, pour montrer ce qui s'est passé, que ça devienne une étude de cas, qu'elle soit transmise et étudiée, voir comment on aurait pu l'empêcher, pas essayer d'exonérer tout de suite les gens ou d'essayer de rentrer dans des polémiques immédiates. Faire une étude de cas pour comprendre ce qui s'est passé et faire en sorte que ça n'arrive plus jamais. Et qu'au moins, la victime qui est morte maintenant, qu'on ne pourra pas ramener à la vie, serve à ce que ça n'arrive plus jamais, à ce qu'il y ait une étude de cas pour que maintenant il y ait des pratiques
pour le trigger control et pour l'interpellation. Par exemple, il a été fait valoir dans cette interpellation que la victime aurait mis en danger la vie d'autrui puisqu'elle était au volant d'une Mercedes, je crois, AMG, avec plusieurs centaines de chevaux. Eh bien, très bien. Dans ce cas-là, dans ce genre d'interpellation, mettez en place des sabots automatiques immédiats. Vous avez des sabots magnétiques, sinon créez-en, inventez-en. La France est suffisamment compétente pour inventer en 3 mois un sabot automatique. Si le policier, si le gardien de la paix pense qu'il a en face de lui quelqu'un qui peut mettre en danger la vie d'autrui avec son véhicule, immédiatement, il le sabote. Voilà. Il arrive, il le sabote, on discute après. Ça, le type peut plus faire ça. Bah, pourquoi les brigades ne sont pas équipées de ça? Pourquoi elles ne sont pas équipées d'un système de sabotage automatique de la voiture? Sabotage, ça ne veut pas dire qu'on détruit le véhicule, hein, ça veut dire on met un sabot. Vous avez des sabots ultra rapides. Pourquoi ça n'existe pas? Peut-être qu'il faudrait les développer maintenant. Il y a eu un mort, peut-être qu'il faudrait les développer. Donc déjà, en termes d'études de cas, ça aurait éliminé l'argument du « Ah non, mais il aurait mis en danger la vie d'autrui, donc il méritait qu'on lui mette une balle dans la tête à 17 ans. » À 17 ans, la loi est formelle, cette personne n'est pas responsable de ses actes. Ensuite, j'insiste, des médias ont dit qu'il avait un casier judiciaire, c'était faux, c'était un mensonge. Et je comprends donc tout à fait la famille de la victime qui décide de porter plainte pour faux en écriture publique et notamment diffamation aussi publique, parce que avoir dit qu'il avait un casier judiciaire alors qu'il n'en avait pas, avoir dit qu'il s'est jeté sur le gardien de la paix alors que c'était faux et que la vidéo l'a bien démontré, bah ça c'est illégal. Et maintenant, il faut avancer avec des avocats. Alors maintenant, vous me direz, ah oui, mais si tu veux remettre les choses entre les mains de la justice, ce que vient de dire Christian Proutot, c'est très mignon, mais en France, on a des criminels qui sortent. C'est exact. Et là, si on veut continuer à être structuraliste, il faut admettre qu'on n'a pas assez de juges en France, qu'il faut bien davantage de juges. Alors on pourrait promouvoir des juges consulaires qui sont très efficaces. Les juges des tribunaux de commerce sont vraiment très efficaces. On pourrait organiser un système de promotion pour qu'ils deviennent magistrats avec une formation accélérée. Je serais tout à fait favorable à ça, parce que la justice consulaire, la justice commerciale est beaucoup plus rapide en France, beaucoup plus rapide. Maintenant, il faut former plus de juges en France. Alors là, il n'y a pas d'argent. Bah, si, il y a de l'argent. Regardez tout l'argent qu'on a perdu avec les prêts indexés sur l'inflation. Regardez tout l'argent. La France est endettée de 1000 milliards supplémentaires hein, depuis Macron. Depuis que Macron est entré à Bercy jusqu'à maintenant, c'est 1000 milliards supplémentaires que la France a subi comme endettement. Avec 1000 milliards, on forme tous les juges dont on a besoin, on ouvre tous les lits d'hôpitaux dont on a besoin, on ouvre toutes les prisons dont on a besoin, on fait en sorte que la prison soit une machine à empêcher la récidive, ce qui est son but avec la formation. Il n'y a aucun problème à former les détenus, c'est même ce qu'il faut faire en fait. La prison, elle n'est pas là pour punir, contrairement à ce que les gens croient, elle est là pour dissuader la récidive. Et si elle devient une université du crime, par exemple, eh ben, elle a complètement failli à cette mission. Pour ça, il faut des budgets. Les budgets, on les avait, 1000 milliards de dettes supplémentaires. Pareil, vous allez me dire, ah oui, mais tu veux, Idriss, tu voudrais appliquer aux policiers standards les niveaux d'entraînement du GIGN. Ce n'est pas possible. Oui, ce n'est pas possible. On ne demande pas aux policiers standards d'intervenir dans une prise d'otage. Mais le GIGN et le RAID, c'est ce qui se fait de mieux. Et ce qu'on voit dans cette opération, dans cette abomination maintenant, bah, c'est que c'est ce qui se fait de pire. Donc il est tout à fait légitime de mettre un peu plus de ce qui se fait de mieux dans la formation. Et je suis convaincu que les policiers, les gendarmes et les policiers, qu'ils soient municipaux ou police judiciaire, seraient tout à fait contents de recevoir de la formation d'anciens du RAID, d'anciens du GIGN, une fois par an, ou bien de suivre des cours en ligne, comme ça on peut former tout le monde à la fois, avec ces études de cas et ces meilleures pratiques, pour éviter que ce genre de conneries n'arrive à nouveau. Le seul objectif, c'est d'éviter que ça n'arrive à nouveau. Et donc oui, ça nécessiterait plus d'argent, mais si vous considérez que les vies humaines ne valent pas d'argent, bah, je vous laisse en face de vos responsabilités. Mais il faut mettre plus d'argent dans la formation, dans la distribution des études de cas. Il faut mettre plus d'argent. Et plus donc de formation. Donc oui, il faut que les policiers tirent davantage, s'entraînent davantage avec leur arme à feu, fassent des tirs en situation de stress avec quelqu'un qui leur crie dessus, avec une procédure, des techniques d'entraînement au sang-froid. Technique d'entraînement au sang-froid, ça doit faire partie intégrante de la formation du policier, et avec un nombre d'heures par an qui seront payées, certes, par le contribuable. Et bon, le contribuable vient de perdre 1000 milliards dans les 8 dernières années, alors il peut bien perdre un petit peu d'argent pour sauver des vies humaines, notamment en banlieue. Vraiment, ce que je vous encourage à voir, cette interview de Christian Proutot, qui montre que la France a pris sur elle de concevoir une arme à feu spécifiquement pour ne pas tuer des terroristes, pour pouvoir les amener devant la justice, spécifiquement.
que la France. Hein. Le seul pays au monde qui a fait ça, qui a conçu une arme à feu, un revolver de précision muni d'une lunette, autour de la fille, avec uniquement 6 balles. Uniquement 6 balles. Ça veut dire que ça met en danger la vie de son porteur, puisqu'il n'a que 6 balles. Il pourrait défourailler, comme ont fait les Russes d'ailleurs dans la prise d'otage de ce théâtre-là. Il pourrait défourailler comme un malade, buter tout le monde. Non. Non, le GIGN avait été formé. Dans ton revolver, tu n'as que 6 balles. Chaque tir doit compter et doit être suivi d'une intention complète et d'un entraînement total qui est de niveau olympique. Donc la France, qui a complètement admis cette philosophie, se retrouve aujourd'hui avec une zéro trigger control dans une interpellation qui s'est mal passée, c'est le moins qu'on puisse dire, en banlieue. Eh bien, il faut changer ça immédiatement. La victime mettait-elle en danger la vie d'autrui? Eh bien, vous aviez qu'à avoir un sabotage rapide du véhicule et doter toutes les brigades en situation de devoir contrôler des véhicules suspects de sabotage immédiat et rapide du véhicule. Une roue est sabotée, c'est terminé, le suspect peut aller nulle part. Du coup, vous n'avez plus aucune raison de justifier une absence de trigger control qui est elle-même la conséquence d'un faible entraînement, qui est elle-même la conséquence d'une très faible préparation à ce genre de situation. Pour la victime, bah évidemment qu'elle n'était pas préparée, elle avait 17 ans. Vous attendiez à quoi? Vous avez dit, ah oui, elle a refusé d'obtempérer, mais pardon, structuralisme, tout ça. Pardon, il a 17 ans. Il est formé nulle part. Il n'a pas son bac. Et dans le bac, de toute façon, on vous apprend pas comment réagir en cas d'interpellation, surtout si vous êtes braqué avec une arme à feu. Vous avez de l'adrénaline qui monte, vous êtes en réflexe de fuir ou combattre. Vous n'allez pas combattre, vous décidez de fuir. En ce sens, d'un point de vue purement neuroscientifique, entre fuir ou combattre, c'est combattre qui aurait justifié un tir, idéalement non létal, puisque la personne n'était pas armée, même pas avec une arme blanche. Mais il a décidé de fuir, ce qui est la meilleure réaction. C'est-à-dire, c'est un refus d'obtempérer. D'un point de vue neuroscientifique, il n'y a pas de refus d'obtempérer. Il y a fuir ou combattre. Il a décidé de ne pas combattre. Il a décidé de fuir, on l'a flingué. Tout ça doit être analysé. La famille de la victime a le droit de porter plainte. Moi, pour une affaire moins grave que celle-là, mais qui est grave tout de même, j'ai décidé de porter plainte. Et j'encourage tout le monde à le faire, ne vous laissez jamais marcher sur les pieds. Prenez un avocat. Si vous n'en avez pas les moyens, demandez à un avocat qui voudra et qui pourra vous représenter gratuitement. Ne vous laissez jamais marcher sur les pieds. Ne passez pas non plus pour des barbares ou pour des idiots ou pour des sauvages, parce que ça, c'est le pire. Intervenez froidement en saisissant la justice. Et la famille de la victime a tout à fait le droit de le faire. Et elle a donc annoncé son intention de porter plainte pour faux en écriture publique. Et je considère qu'elle a tout à fait raison. Et pas seulement pour homicide involontaire, pour homicide volontaire ou involontaire, ce sera à la justice de le déterminer. Et donc voilà, si on essaie d'être froid, le seul intérêt, maintenant que l'événement a eu lieu, c'est de faire en sorte qu'il ne se reproduise plus jamais. Et pour qu'il ne se reproduise plus jamais, il faut augmenter l'entraînement des policiers, il faut augmenter leur entraînement avec des armes à feu, il faut augmenter leur entraînement en situation de stress avec des personnes qui leur crient dessus. Il faut rappeler que la France a fixé une philosophie avec le GIGN qui considère que même un terroriste endurci comme Carlos, un type qui a buté des gens, dont on sait qu'il a buté des gens, qui a déjà fait de la prison, même lui, il est suspect. Et il ne doit pas être exécuté par le GIGN, il doit être amené devant un juge. Eh bien ça, c'est quelque chose sur lequel on doit méditer à nouveau. Je sais qu'il n'y a pas assez de juges en France. Je sais qu'il en faudrait beaucoup plus. Mais au moins que la victime ne soit pas morte pour rien et qu'on puisse engager une grande réflexion structuraliste sur les manquements structurels qui ont mené à ce drame.